Mesdames et messieurs, bonjour et bon ramadan à toutes et à tous. Nous vous accueillons dans cet amphithéâtre de l'Institut Mohammed VI de formation des imams, mourchidines et mourchidettes pour notre émission spéciale que nous consacrerons aujourd'hui au rayonnement spirituel et religieux du Maroc en Afrique. Ce rayonnement est un fait qui existe depuis des décennies, mais il est aujourd'hui plus patent à l'aune des événements et de l'actualité. Dans un monde turbulent où les lignes se confondent, où les échanges se multiplient, où les avis s'entrechoquent et où les extrémismes jaillissent et fusent, le Maroc apparaît comme un îlot de paix et de sérénité. Il y a des raisons à cela, et les principales tiennent à la restructuration du champ religieux et à l'institution fondamentale de la commanderie des croyants. Depuis le début des années 2000, le Maroc a entrepris une profonde réforme du champ religieux sous la conduite du roi Mohammed VI, chef de l'État et commandeur des croyants. Une réforme qui s'appuie sur trois fondements: la restructuration institutionnelle, l'encadrement à travers les conseils des ulama et une éducation islamique saine, doublée d'une solide formation scientifique moderne. Nous retiendrons trois dates importantes dans l'action de structuration du champ religieux marocain. En 2014, création de l'Institut Mohammed VI de formation des imams, mourchidines et mourchidettes. En 2015, création de la Fondation Mohammed VI des ulama africains. Et en 2016, le roi Mohammed VI adressait un message fondamental aux participants au congrès sur les droits des minorités religieuses en terre d'islam. Nous y reviendrons avec nos invités, avec lesquels nous débattrons du positionnement et du rayonnement religieux du Maroc. Le professeur Abdullah Mangala Louaba, vous êtes président du Conseil africain des leaders religieux et vous êtes président du Conseil islamique de l'Afrique centrale, orientale et australe. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Professeur Bakou Abdelrachid, vous êtes vice-président de la Fondation Mohammed VI des ulama africains, chargé des relations publiques, et vous venez du Togo. Bonsoir, professeur. Si Abdeltaif Bekdouri Ashkari, vous êtes conseiller expert auprès de la Fondation Mohammed VI des ulama africains. Bonsoir, messieurs, et merci d'être avec nous. Si Bekdouri, excusez-moi, nous commençons avec vous. Pourriez-vous nous rappeler le contexte de la mise en œuvre de la refondation, de la restructuration du champ religieux au Maroc? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça devait être fait? Pourquoi ça a été fait? Bismillahirrahmanirrahim. Eh bien, la restructuration du champ religieux au Maroc s'inscrit dans le cadre du projet de réforme depuis l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qu'il a entamé une politique de réforme, de restructuration dans tous les domaines, y compris le domaine religieux. Donc il y avait nécessité de passer d'une étape d'une gestion informelle du champ religieux qui était gérée par la tradition à une étape d'une gestion formelle avec des institutions, des lois et une organisation globale de ce champ religieux qui est si important et qui est du domaine de la responsabilité de Sa Majesté en sa qualité de Amir al-Mouminin, commandant des croyants. Très bien. Alors, quels sont les instruments, les actions qui ont été déployées pour entrer un peu plus dans le détail, pour savoir ce qui s'est passé? Il y a eu la restructuration du ministère du tutelle, qui est le ministère des Habous et des Affaires islamiques, création de nouvelles directions au sein de ce ministère. Et il y a eu une restructuration du Haut Conseil des ulama du Maroc, présidé personnellement, effectivement, par Sa Majesté le Roi. Il y a eu la création de ce programme de formation des imams à partir de 2005, les imams et mourchidats marocains. Il y a eu après cette extension de cette expérience unique qui s'est étendue vers d'autres États, et notamment des États africains, en commençant par le Mali, avec la première promotion d'imams maliens qui sont venus suivre une formation ici au Maroc, avant même la création de cet institut de formation des imams. Et il y a eu après des demandes formulées par différents États pour être inscrits dans cette marche de réforme très, très importante dans sa globalité et les dimensions de cette réforme qui a porté et qui a contribué à renouer des relations historiques, ancestrales entre le Maroc et toutes ces populations africaines qui ont connu l'islam à travers le Maroc.
Alors, il y a un point très important sur lequel je voudrais insister, vous n'avez pas parlé, l'accentuation du rôle de la femme dans les institutions religieuses d'encadrement. Effectivement, à partir de 2004, avec la restructuration du Haut Conseil des Ulama, il y a eu la participation de la femme. Cette participation qui existait avant, mais cette participation n'était pas une participation institutionnalisée. Donc, il y a eu la participation de la femme, étant donné que plusieurs femmes ont été nommées membres des conseils locaux et du Haut Conseil des Ulama du Maroc. Et aussi, le programme de formation des imams a compris pour la première fois la formation de femmes morshidat. Voilà, c'est inclus dans le nom de l'Institut d'ailleurs, de formation des imams, morshidines et morshidat. Professeur Mangala, donc après une vingtaine d'années de relations très étroites dans le domaine religieux entre le Maroc et l'Afrique, après un renforcement de ces relations sur les 5 dernières années avec un ensemble d'actions qui ont été faites, quelle évaluation faites-vous de cette coopération d'une manière générale sur le plan continental? Merci beaucoup. Je dis tout simplement que je vais m'acquitter d'un devoir, de vous remercier de nous avoir invités à cette émission. Non seulement cela, mais nous devons aussi présenter nos gratitudes auprès de Sa Majesté, le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, de tout ce qu'il est en train de faire pour l'Afrique, pour les Africains et pour la religion musulmane. Donc je disais que le royaume du Maroc reste un pays stable au niveau des États, reste un pays exemple, qu'on peut toujours tirer des exemples selon sa politique, selon son économie, selon ses capacités d'appréhender les problèmes nationaux et internationaux. Et vous l'avez suivi dernièrement, après un certain, n'est-ce pas, problème politique, je dirais, le Maroc n'était pas présent donc, aux assises de l'Union africaine. Mais incessamment, Sa Majesté était rentrée avec beaucoup d'applaudissements que nous avons vécus. Cela prouve à suffisance que les gens avaient soif de voir le Maroc entreprendre, n'est-ce pas, les démarches auprès de ses pairs dans la recherche des problèmes africains. C'est ainsi que vous avez ces applaudissements, et non seulement les applaudissements, mais le Maroc, il faut le souligner, c'est un pays stable par rapport aux autres pays africains. Si vous regardez par exemple l'économie du Royaume du Maroc, elle a été toujours stable, et il y a un développement incommensurable dans tous les domaines, et surtout dans les domaines communicationnels. Donc le Maroc reste un pays modèle par rapport aux autres pays africains, et que, au moins, même sur le plan des formations, il y a cette coopération bilatérale qui existe entre les États. Nous avons beaucoup de pays africains subsahariens qui arrivent et qui envoient leurs délégations pour la formation, pour d'autres faits de la vie. Donc le Maroc restera, et je pense à ce moment précis, les enjeux sur le plan international et sur le plan même de l'Afrique. Vous avez compris, il y a des atrocités par-ci par-là, il y a de l'insécurité par-ci par-là, mais néanmoins, par cette prise de conscience, n'est-ce pas, de longue date du Royaume du Maroc, eh bien, vous avez compris que le Maroc n'a pas seulement fait des déclarations, mais par contre, sur terrain, il y a eu la création de la formation des imams et morshidines ou morshidat. Et après un certain moment, tel que le professeur l'a souligné tout à l'heure, il y a eu la création sur le plan juridique, n'est-ce pas, de la fondation Mohammed VI des Oulamas africains. Et nous sommes en train d'évoluer avec beaucoup de précision et de sérénité. Actuellement, je pense que ce mois de Ramadan où nous retrouvons un grand nombre de délégués africains ici au Maroc, c'est juste après un événement qui s'est produit dernièrement en Afrique, c'était les conférences débats.
Donc, un premier essai, et je pense chez moi, nous avons parlé sur l'islam et les 4 grandes écoles juridiques islamiques, aux sunnites, si vous voulez. Avec d'autres religions. Avec d'autres confessions religieuses, bien entendu. Et on peut dire que c'est un rattrapage au niveau de l'intelligence du royaume du Maroc par son leader, bien entendu, Sa Majesté, le roi Mohamed VI. On reviendra sur ces points-là. Oui. Professeur Bako Abdelrachid, est-ce que d'après vous, les États, d'un côté, africains, et les populations africaines sont-elles demandeurs de cette coopération? Est-ce que c'est le Maroc qui y va ou c'est le Maroc qui répond à un appel? Comme l'a dit mon prédécesseur, M. Magala, l'Afrique, c'est l'Afrique qui vient vers le Maroc. Quand vous avez dit, premièrement, c'est le Maroc qui cherche l'Afrique, premièrement, pour l'enseigner, l'islam. Moi, je prends côté islamique. Depuis 1960-50, que nous avons constaté les oulémas du Maroc qui va vers nous pour enseigner les gens l'islam. Dedans, le Maroc a pu prendre nos prédécesseurs pour amener ici. Nous avons, si je parle du côté notre pays, nous avons parmi les professeurs, même l'ancien président de l'Union musulmane, il est du Maroc ici. Il a fait ses études au Maroc ici. Il est le directeur général de l'enseignement du 3e degré. Donc, si nous avons dit que c'est le Maroc qui va vers nous, c'est le côté islam. Mais le reste du côté, c'est nous, les Africains, nous cherchons le Maroc à côté de nous. Puisque depuis l'islam est global, il est tranquille, il est par les rites malikites, ce que nous avons fait. Actuellement, que nous sommes partis autres sur revenir, nous avons amené beaucoup de choses. C'est une convergence. Si on parlait d'économie, on dirait convergence d'intérêts. Oui, là, on parle spiritualité, donc on parle de convergence de sentiments. Pour l'économie, on ne parle pas au Togo maintenant. À peu près toutes les banques sont gérées par le Marocain. Ils sont, c'est en faveur du Togo. Et c'est ce que j'ai dit. Donc, mais comment les populations africaines, togolaises en particulier et africaines d'une manière générale, perçoivent cette institution unique dans le monde musulman de commanderie des croyants? Tout le monde souhaite que cette commanderie revienne. Mais avec le Mohammed VI, je pense que nous avons commencé à se retrouver. Parce qu'on était éparpillés. Tout le monde, chacun de son côté, celui de l'Ouest, celui de l'Ouest. Et actuellement, ça ne fait pas longtemps. Mais nous avons vu que lorsque nous nous sommes approchés des gens qui sont autour de nous, ils ont commencé à comprendre qu'il faut se retrouver ensemble pour avoir un leader. Qui serait le leader? C'est celui qui a amené l'idée. L'idée de l'unité et l'idée d'être ensemble. Parce que la religion ne cherche pas à être éparpillée, mais la religion a accepté à ce que chaque personne donne son idée sur la religion, mais de ne pas éparpiller. C'est cette fondation-là
que nous avons vu que c'est l'espoir de l'islam en Afrique. Donc, c'est à nous de chercher le Maroc. Parce que lors de notre première visite ici, nous avons vu comment l'organisation des oulémas marocains était. Nous avons souhaité à ce que ça soit ainsi dans nos pays. Donc finalement, c'est plus qu'une demande, c'est pratiquement un besoin. Sib Gdouri, comment le Maroc répond à ça? Parce que c'est fort, c'est très fort ce que dit le professeur Bakou. Il y a un véritable besoin, un véritable engouement. Il y a un système qui est là, un système qui tient, un système qui est séculaire, qui est très ancien. Comment le Maroc peut répondre à une demande aussi pressante, aussi forte, que ce soit au niveau de la fondation ou au niveau culturel d'une manière générale? Eh bien, absolument. Il y a le devoir historique du Maroc, il y a la responsabilité de Sa Majesté le Roi en sa qualité d'Amir al-Mouminin, qui est le protecteur de la religion dans sa clarté, dans ses sources authentiques. Donc le Maroc ne fait qu'accomplir sa mission historique, sa mission religieuse, sa mission légitime d'être avec ses confrères africains, avec tous ces Africains qui croient en ce Maroc, qui ont une allégeance spirituelle, symbolique à la personne de Sa Majesté le Roi en tant que référence religieuse. Donc le Maroc est dans sa position naturelle, normale, qui est concordante avec l'histoire, avec le présent et avec le futur aussi, étant donné que nous avons les mêmes besoins, les mêmes objectifs. Donc on est dans un contexte qui est tout à fait homogène et concordant sur tous les plans. Alors, professeur Mangala, vous êtes président du Conseil islamique de l'Afrique centrale, orientale et australe. Dans tout ça, il n'y a pas le Maghreb. Or, le Maghreb, il y a deux pays qui sont la Tunisie et la Libye, qui sont demandeurs de coopération plus grande. Comment vous voyez cet islam à votre niveau de la République du Congo, du Conseil que vous présidez, et comment vous concevez, comment vous expliquez que des pays arabes, musulmans, proches de nous, demandent une coopération plus grande? Bien entendu, c'est un besoin. Si nous revenons sur l'histoire, vous verrez que du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de problème sur le plan école, sur le plan idéaux, sur le plan pensée. Il y avait vraiment l'islam. Et cet islam, aujourd'hui, nous appelons islam, mais vous trouverez sur islam que nous parlons actuellement, il y a deux têtes. Il y a l'islam vrai et l'islam, n'est-ce pas, extrémiste ou islam d'autres manières. C'est ainsi que le sens des responsabilités du royaume du Maroc par le leader qui est du sang même généalogique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il se sent responsabilisé, non seulement responsabilisé par l'effet d'être, n'est-ce pas, de la famille, mais aussi des responsables, de la responsabilité qu'ils détiennent, du pouvoir, n'est-ce pas, du royaume du Maroc et son peuple, et non seulement le peuple marocain qui doit se résumer seulement par l'histoire. Quand vous appelez le Maghreb, ne signifie pas seulement, n'est-ce pas, le territoire que nous vivons actuellement. Le Maghreb, ça signifie donc l'Orient. Donc l'Orient, et quand vous parlez du royaume, et ça sous-entend que réellement, il y a le pouvoir le pouvoir qui doit être exercé, n'est-ce pas, par celui qui détient le pouvoir vis-à-vis de la population ou des territoires qui sont identifiés. Donc, le Maroc, actuellement, par le sens des responsabilités, j'allais dire tout à l'heure, l'islam est devenu, c'est pas un théâtre de désastres par-ci, par-là. On attend, il y a une bombe, il y a des atrocités, il y a, c'est pas moi, des attaques, il y a... Non. Est-ce que c'est ça l'islam? Le sens de responsabilité est revenu dans le sang de Sa Majesté. Il dit non, nous devons maintenant lutter contre tout ce complot.
contre nous, les musulmans, contre notre religion, l'islam, en mettant les piliers qui doivent expliquer correctement les vrais visages de l'islam. Voilà la démarche. Et ce vrai visage de l'islam, effectivement, la question que vous venez de poser pour nous qui sommes un peu lointains de Maghreb, lointains, n'est-ce pas, du royaume, sur le plan, n'est-ce pas, géographique, mais nous ne sommes pas tellement loin comme vous le pensez. Nous sommes plus proches sur le plan, n'est-ce pas, sensationnel, sur le plan de foi, spirituel. Nous sommes plus proches. C'est-à-dire, nous pensons que tout ce que vit l'islam aujourd'hui, quel que soit votre pays, quelle que soit votre distance, vous serez aussi touché. Je me rappelle à une visite, je suis parti en Turquie en passant par la Belgique, donc Bruxelles comme, n'est-ce pas, transit. J'étais avec mon assistant qui était donc en soutane avec djellaba, tout ça. Et moi, j'étais en costume. Donc, on ne s'est pas bien arrangé pour ce voyage. Mais quand je l'ai vu, j'ai dit non, vous avez mal réfléchi pour porter le djellaba, ainsi de suite, quand nous allons à Bruxelles. Il me dit pourquoi? Parce que c'est ma mission. J'ai dit oui, c'est la mission. Mais justement, là où nous allons, ils ne comprennent pas cette mission telle que vous le comprenez vous-même. Voilà, donc c'est ça le sens des responsabilités que je viens de dire tout à l'heure, en soulignant que Sa Majesté a été, n'est-ce pas, inspirée par Dieu le Tout-Puissant pour chercher les voies et moyens à protéger non seulement le peuple qui sont là avec nous, les musulmans majoritaires bien entendu, et pour signifier aussi cette tolérance de l'islam, n'est-ce pas, la cohabitation pacifique entre le peuple, et le Maroc fait partie de ce pays exemple, stable, qui cohabite toutes les confessions religieuses. Nous avons les juifs au Maroc, nous avons les chrétiens au Maroc, et je pense et même nous parlerons tout à l'heure des minorités religieuses. Et dans l'entretemps, un pays qui est connu comme majoritaire musulmane. Donc ce n'est pas un geste du hasard. Non, c'est le leadership et le sens des responsabilités que Sa Majesté et ses collaborateurs sont en train de réfléchir avant que l'événement arrive. Merci, messieurs. Nous avons fini la première partie de notre émission. Nous passerons à la seconde après quelques instants de pause pour parler de la lutte contre l'extrémisme et le Maroc comme modèle de gestion du champ religieux. À tout à l'heure. Bonsoir mesdames, messieurs, nous reprenons notre émission spéciale sur le rayonnement religieux et spirituel du Maroc en Afrique. Et pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes avec le professeur Abdullah Mangala, qui est président du Conseil africain des leaders religieux et président du Conseil islamique de l'Afrique centrale, orientale et australe. Et vous venez de la République démocratique du Congo. Le docteur professeur Bako Abdelrachid, vous êtes vice-président de la Fondation Mohamed VI des Ulama africains, chargé des relations publiques, et vous venez du Togo. Bienvenue dans votre pays. Et monsieur Abdeltaif Begdoli Ashkari, vous êtes conseiller expert auprès de la Fondation Mohamed VI des Ulama africains. Bonsoir messieurs, bonsoir à tout le monde. Professeur Mangala, au Maroc, la lutte contre l'extrémisme religieux se fait à plusieurs niveaux, éducationnel, scolaire, social, culturel ou sécuritaire ne vient qu'à la fin. En quoi cette approche pour la lutte contre l'extrémisme est-elle efficace en comparaison avec les méthodes exclusivement sécuritaires? Est-ce que vous vous retrouvez dans cette approche? Est-ce que vous la voyez aussi dans vos pays en Afrique? Bien entendu, je pense que donc, le problème étant vraiment très sérieux, et la prise de responsabilité de Sa Majesté d'instituer déjà, quand il y a eu beaucoup d'alarmes à ce sujet, je pense que la formation qui était à la base de tout et qui est même le socle, n'est-ce pas, de rééduquer toutes les atrocités et les guerres et l'agressivité, la création de l'Institut, n'est-ce pas, de la formation
des imams mourchidines et mourchidates. C'est un projet louable pour toute l'Afrique et je ne sais pas si ça va rester pour l'Afrique si nous continuons dans le sens de réaliser chaque année des bons résultats. Donc ça peut être aussi un bon exemple pour tout le monde. On peut trouver, n'est-ce pas, pourquoi pas d'autres continents en Europe qui peuvent aussi envoyer les gens ici, malgré que la constitution ou les statuts de la création de cette formation étaient uniquement pour les Africains. Mais je pense qu'on peut... Non, pas du tout. Ah, Il y a même des imams français qui sont en cours de formation. Il y a eu des demandes d'Europe, d'Asie, Donc, je pense que mon idée, c'était dans ce sens-là. Donc, cette institution, de par les idées magistrales, n'est-ce pas, de Sa Majesté, de créer une formation, et bien entendu, il est dans ce que nous appelons, dans la source même de l'islam. Parce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, rappelez-vous, quand le jour où il a eu le message pour la toute première fois, en tout cas, l'archange Gabriel était venu par le verset « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq ». Donc, lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. C'est la formation. Donc, on ne peut rien faire dans la vie si on n'est pas outillé par la connaissance. Et cette connaissance, nous avons toujours oublié à un certain moment. On dit à un connaisseur, est-ce qu'un connaisseur peut exister sans celui qui a donné donc, cette connaissance? L'œuf et la poule, par exemple, c'est cette histoire de l'œuf et la poule. Qui a commencé? C'est l'œuf ou bien c'est la poule? Nous sommes dans ce dilemme, M. Azizi, et c'est très important en disant qu'on ne doit pas prétendre que nous sommes des musulmans. Dire que nous sommes des musulmans, ça suffit, ça ne suffit pas. Nous devons comprendre comment nous devons vivre notre islam. Par la connaissance, par le respect de cette connaissance, par le respect de ce qu'ils nous ont appris, par le respect même des principes de l'islam lui-même. Et sinon, aujourd'hui, nous avons parmi nous ceux qui prétendent être, ils sont parmi nous, ils s'habillent comme nous, ils parlent comme nous, mais ils ne réfléchissent pas comme nous. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont déjà instrumentalisés. Ils sont dans les complots de ceux qui ne veulent pas que l'islam continue à exercer, n'est-ce pas, la vie spirituelle telle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a reçue de son Seigneur le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous pose la même question, c'est Abdeltif Bekdouri. Vous avez réagi sur la formation d'élèves, d'imams qui viennent d'Europe. Alors le Maroc est à la charnière de deux continents, je ne vous apprends rien, on est aussi bien africain qu'à la porte de l'Europe. Cette approche multidimensionnelle qui fait intervenir l'éducation, l'école, les parents, la société, le culte, la culture, en quoi est-elle meilleure comme approche que cette approche qu'on verrait plutôt vers le nord, qui est exclusivement sécuritaire, contre l'extrémisme bien entendu? C'est une approche qui est tout à fait logique et légitime et concordante, étant donné que... Elle n'est pas utilisée partout, elle est logique, cohérente, concordante, mais elle n'est pas utilisée partout. Je pense que dans les pays africains, elle commence à prendre part, mais en Europe, c'est pas ça. Mais oui, logique au niveau du Maroc, bien sûr, je dis sur le plan de ce que le Maroc entreprend avec la vision globale de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, commandant des croyants. Nous avons une approche multidimensionnelle et sur le plan religieux, c'est une approche plutôt pédagogique, une approche de formation, une approche d'immunité, de protection, étant donné que Sa Majesté est le protecteur des principes, des valeurs de la religion musulmane. Et donc, étant donné qu'il y a une communauté marocaine ou d'origine marocaine importante en Europe, qui a aussi des besoins d'encadrement religieux, de formation, et qu'il y a eu une forte demande de cette communauté suivie et qui portait à
un intérêt par Sa Majesté le Roi, le commandeur de croyants, qui écoute bien cette communauté aussi, étant donné qu'il y a un conseil islamique, un conseil des ulama du Maroc en Europe. Il y a eu donc cette demande de différents pays européens. Il y a jusqu'à maintenant un groupe d'imams français qui sont en cours de formation. C'est une deuxième promotion. Sur différentes nationalités, les Français, les Belges, les Espagnols. Il y a eu des demandes. Il y a eu des demandes, mais jusqu'à maintenant, les formalités pour que ces pays-là accèdent à cet institut n'ont pas encore abouti. Mais c'est une question de modalité de temps. On va dire de et temps. Les principes sont là, les demandes sont là, et le besoin aussi, il est là. Le mécanisme de cette formation, n'est-ce pas, le recrutement, l'inscription, et ainsi de suite, je pense que c'est là où se pose le problème. Donc on ne peut pas considérer, par exemple, la société marocaine qui est dans les bains, n'est-ce pas, de la culture islamique. Il y a des écoles en abondance, il y a des professeurs, il y a ainsi de suite, par rapport aux pays qui n'ont pas la même culture islamique comme le Maroc. Et c'est ainsi que nous parlons les droits de minorité. Prenons l'exemple, donc, les pays de l'Afrique centrale. Et vous descendez directement vers le sud. Parce que moi, j'ai l'expérience de l'oriental, ça va un peu. C'est là où vous avez l'Ouganda, vous avez le Kenya, la Somalie. Au moins, vous trouverez l'islam tel que l'Éthiopie. C'est une minorité. Mais si vous allez maintenant vers l'Afrique du Sud, il n'y en a pas, malgré que l'islam était parmi les confessions religieuses avant les autres de pénétrer. Vous avez par exemple les noms, Mozambique. Mozambique, vous verrez que ce sont des anciens musulmans, explorateurs, qui étaient venus, mais aujourd'hui, on ne parle pas de l'islam. Aujourd'hui, on ne voit pas de l'islam. Est-ce que c'est l'oubli ou bien c'est une politique ou une diplomatie? Je ne connais absolument rien. Pourquoi? Parce que le complot reste toujours un complot quand il y a beaucoup de pays européens qui ont colonisé les pays africains. Alors, ça fait que je présume. Excusez-moi, professeur, quand vous parlez de complot, c'est un peu fort comme terme. C'est-à-dire que ça risque de ne pas être compris à sa juste valeur dans le sens de l'agressivité. Est-ce qu'il y a véritablement un complot? Tout à l'heure, on en parlait hors antenne. Après le 11 septembre, il y avait le terme croisade qui avait été dit. Mais il avait été dit par l'ancien président américain Bush. Entre-temps, bien de l'eau est passée sous les ponts. Est-ce que c'est véritablement un complot ou tout simplement une défense des autres cultes, peut-être, une défense contre un islam qui se porte bien finalement, malgré les quelques-uns qui font ce qu'ils font, ce qu'on sait qu'ils font, un islam qui se porte bien? Non, pas du tout. Je pense que le complot doit s'expliquer de deux manières. Le complot au niveau des musulmans, nous le voyons comment, et le complot à celui qui est le comploteur lui-même le voit comment. Il y a les objectifs qui diffèrent. Parce que le comploteur, lui, il voit autre chose qu'il doit nécessairement bénéficier. C'est question d'intérêt. Mais pour nous, les musulmans, notre intérêt, c'est de rester sur le plan spirituel des bons musulmans. Sur le plan spirituel, pendant les mois de jeûne, nous jeûnons. Pendant les heures de prière, nous prions. Donc, nous restons deux musulmans. C'est ça ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le vrai islam, la présentation de l'islam authentique. Et non pas l'islam de celui qui entre directement, il regarde, mais monsieur, toi, tu n'as pas ceci, cela, et il t'attaque. Il t'attaque étant musulman, et vous êtes musulman, vous vous attaquez. On n'a jamais vécu du temps du prophète. Parce qu'un musulman ne peut jamais attaquer un musulman, un musulman ne peut jamais tuer un musulman, encore moins, un musulman ne peut pas tuer un non-musulman. Il y a de l'humanisme. Donc l'islam est venu avec l'humanisme, même si celui-là n'est pas musulman. Il ne faut pas l'injurier, il ne faut pas l'agresser. Il faut lui dire, non, écoutez, l'islam c'est une bonne voie, l'islam c'est une bonne civilisation. Si vous êtes musulman, voici ce que vous aurez. Peut-être quand vous êtes non-musulman, vous tombez dans des problèmes sanitaires, vous tombez dans des problèmes économiques, mais dès que vous entrez en islam, en tout cas votre santé sera
bien assuré, vous serez économiquement bon, vous serez aussi un homme responsable, on va vous considérer dans la société. À partir de ce moment-là, je pense que notre défense, bien entendu, défense, et en même temps, nous ne devons pas dire tout simplement on nous attaque et nous croisons les bras, non. Nous disons on nous attaque. Nous savons qu'il y a les gens qui sont contre l'islam. Mais est-ce que c'est dans un sens de confrontation comme ça que ça se passe, ou alors vous venez de parler à Kinshasa et vous avez organisé une conférence entre les différents cultes, donc ça parle, oui. ça discute. Et là, je voudrais bien demander à M. Bako Abdelrachid comment ça se passe au niveau de la fondation, au niveau de ces dialogues, au niveau de ces rencontres avec les autres religions, sachant que l'un des rôles majeurs de la fondation Mohamed VI des ulama africains, c'est d'unifier une parole, c'est d'unifier un message d'islam, de paix, de tolérance. Est-ce que c'est véhiculé d'une manière unifiée ou alors chacun tire de son côté? Nous avons organisé des conférences sur l'étendue du territoire pour expliquer les gens qu'est-ce qu'on appelle djihad en islam. Quel est le mot djihad signifie? C'est l'effort. Bien sûr, c'est l'effort, ça vient dans la guerre. Même si nous avons retourné. La guerre n'est qu'un aspect finalement. Oui. Qu'un petit aspect. Oui. Si nous sommes retournés derrière, l'islam a commencé par se défendre. Par exemple, nous allons voir Ghazwat al-Badr, par exemple. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est parti pour récupérer ce qu'il a perdu. Donc, toutes les guerres de l'islam n'étaient pas offensives, c'est défensif. Jusqu'à ce qu'il a envoyé Oussama vers au-delà de l'Arabie. Donc, on ne peut pas attribuer l'islam actuellement de terrorisme, je ne sais pas quoi. Donc, c'est notre devoir d'éduquer la masse. C'est ça qui a fait que nous avons préparé les gens pour aller sur l'étendue du territoire, de ne pas être concernés de ce djihadisme comme publie dans nos rangs actuellement. C'est pourquoi j'ai mené l'exemple. Lorsque vous rentrez dans Boko Haram, ainsi de suite, on a eu des gens qui ne sont pas musulmans, ils ne peuvent pas réciter même Fatiha qu'on demande à la personne dans la journée. Et il est leader. Même il est arrivé qu'on a arrêté quelqu'un, il a dit que son nom c'est, je ne sais pas, c'est Paul, c'est quoi, mais il s'est donné. Même il y a des preuves que les gens ont dit que cette Boko Haram n'était pas islamique parce qu'ils étaient pour prendre les rançons dans l'état de... C'est le message qu'il faut, véhiculer. C'est une stricte minorité qui fait ce qu'il fait et qu'il y a l'écrasante majorité qui est une majorité silencieuse de musulmans qui est en plein rayonnement, qui est en plein dans son culte, dans sa spiritualité. Et ce sont les messages qu'il faut faire passer. Alors justement, puisqu'on parle de minorité, avant de parler du fameux congrès et du message royal adressé à ce congrès sur les minorités religieuses, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous considérez, si Abdeltif Bekdouri, que la commanderie des croyants, que l'institution de la commanderie des croyants peut constituer un rempart contre un entrisme religieux ou chiite, pour dire les choses par leur nom? La commanderie des croyants est l'institution protectrice des principes et valeurs musulmanes justes, authentiques, contre tous les dérapages de quelque nature qu'ils soient et de quelque origine que ça peut... Alors en dehors du chiisme... Donc, que ça soit contre le chiisme ou autre dogme qui voudrait s'introduire pour déstabiliser une région quelconque comme cette région de l'ouest du monde musulman, l'ouest de l'Afrique, qui est une région malikite, ash'arite, sunnite. Donc, toute introduction incohérente avec cette école-là pourrait causer
une instabilité sécuritaire, instabilité sociale, instabilité de cette cohabitation séculaire qui était là. Donc, toute atteinte à ces fondements, à ces principes, se verrait affrontée à cette commanderie des croyants qui est la protectrice de ces principes et valeurs. Alors, en dehors justement du cas de ces minorités, je voudrais revenir sur ce message qui avait été dit par le commandeur des croyants au Congrès sur les minorités religieuses. C'était exactement le 25 janvier 2016, c'était un peu plus que 2 ans et demi à peu près. Je cite, « Rien ne nous paraît justifier au royaume du Maroc que des minorités religieuses soient privées de l'un quelconque de leurs droits. Nous n'acceptons pas que ce déni de droit soit commis au nom de l'islam ou à l'encontre des musulmans, quels qu'ils soient. » Quel rôle la commanderie donc, des croyants, d'une manière plus générale, a dans la protection des minorités? Alors, les minorités non musulmanes en terre d'islam et les minorités musulmanes en terre qui ne sont pas en terre chrétienne ou autre. En général, ce sont les terres chrétiennes. Et quel rôle joue la commanderie des croyants à travers la fondation Mohammed VI? Mais bien sûr, il est des devoirs et prérogatives de la commanderie des croyants de protéger la minorité, étant donné que les droits de la minorité musulmane ou dans un pays non musulman ou les droits d'une minorité non musulmane dans un pays musulman trouvent leurs racines, leurs origines dans la loi islamique même. Donc on se doit de protéger cette minorité et le Maroc a une expérience unique dans son histoire, dans son exercice, dans ses valeurs de protéger les minorités qui étaient là comme les juifs marocains qui étaient là depuis toujours. Il y a les résidents chrétiens qui sont là, il y a les églises. Donc il est du devoir de Sa Majesté le Roi de protéger toutes ces minorités et c'est ce qui a été fait pendant toute l'histoire. Très bien. Alors, dernière question, Monsieur Mangala. Et vous avez 2 minutes pour y répondre parce que c'est passionnant, le débat est passionnant, mais le temps passe et le temps passe toujours très vite. Quelle est la vision, quelle est la portée géostratégique de la fondation Mohammed VI des Ulama, la fondation géostratégique dans le sens où elle unifie, comme on disait tout à l'heure, elle unifie un discours, elle unifie une conception, elle unifie une posture. Est-ce que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur ce que vous appelez complot ou adversité ou compétition, quelle est la portée géostratégique de cette fondation, de son action? Non, je pense que la fondation, telle que le professeur ici à mes côtés l'a déjà dit, selon les structures et l'organisation même de la fondation. Il y a le Haut Conseil scientifique. Il y a cette formation des imams, Mourchidines et Mourchidat. Je pense que c'est à ce niveau où les recherches, n'est-ce pas, scientifiques s'effèrent pour atteindre maintenant les problèmes sur terrain et néanmoins terminer ces problèmes par des solutions qui seront retrouvées à partir même de la base ici au Maroc. Donc, nous faisons un travail scientifique, c'est-à-dire on envoie les experts qui descendent sur terrain, tel que nous l'avons vécu dernièrement. J'étais très content de voir que les experts qui arrivent, qui connaissent très bien la matière, mais qui présentent la matière, mais en même temps, ils sont en train d'analyser d'autres faits qui sont aux alentours. Lors de leur retour, ça ne suffit pas seulement de dire que nous avons réalisé, mais on analyse maintenant les fonds de tout ce qu'on a vécu pendant, n'est-ce pas, la tenue des conférences. C'est après, on va donner maintenant les résultats, et ces résultats, je pense que ça sera sur le terrain, on dira que c'est une bonne solution à ces problèmes. Oustad Bako, une dernière remarque? Oui, je l'avais dit, que nous avons constaté que c'est une bonne manière de protéger notre islam, puisque ce que nous avons vu, l'organisation ici de Ulama marocain, c'est une bonne manière de prendre ça. Je pense qu'avec ça, tout sera très bien. Parce que rare que vous allez voir. Puisque même si vous avez même idée, et ce que je vais ajouter,
là-dessus que la première des choses qu'on doit commencer, c'est d'amener les gens ici, formation, apprendre. Parce que les autres ont commencé par aller, venez. Maintenant, le terrain est plein. On ne peut pas faire, on ne peut rien faire. Donc, ça commence par formation. Vous avez trouvé 2 imams, 3 imams, 4 imams qui prêchent l'islam vrai. Je pense que ça Très commence... bien, messieurs, je suis désolé, on va rester sur ça, le temps passe vraiment très vite. L'émission spéciale sur le rayonnement spirituel et religieux du Maroc est arrivée à sa fin. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin de cette émission. Restez sur Medi 1 TV, l'information continue. Merci et bonne soirée.